Aujourd'hui, nous allons discuter du chapitre 4 qui s'intitule Système multiqubit. Dans ce chapitre, il y a deux grandes notions importantes, la notion d'opérateur statistique et la notion d'intrication quantique. Ce chapitre se subdivise en quatre grandes sous-parties. Nous allons commencer par le produit tensoriel. Ensuite, nous allons étudier la notion d'opérateur statistique ou encore opérateur de densité. Après cela, nous allons voir ce qu'on entend par non-unicité de la préparation. Et à la fin, nous allons parler de l'entropie quantique. À la fin de ce chapitre, chaque étudiant doit être capable de décrire les états à deux ou plusieurs objets quantiques qui conduisent à des configurations très riches, encore appelées états intriqués ou corrélés. En d'autres termes, ça veut dire lorsqu'on a deux ou plusieurs états qu'on combine, on peut aboutir à ce qu'on appelle état intriqué ou état corrélé. Et vous devez être capable de décrire ces états. Vous devez également être capable de décrire l'évolution temporelle de ces états intriqués et de dire ce qui se passe lors de la mesure. Et les notions d'évolution temporelle et de mesure ont été longuement discutées lors du chapitre 3. Et à la fin, vous devez être capable aussi d'évaluer l'entropie quantique d'un système multiqubit. Nous allons donc commencer par le produit tensoriel. Et de façon simple, le produit tensoriel est cet outil mathématique qu'on utilise lorsqu'on veut combiner deux systèmes qui appartiennent à des espaces différents. Donc, de façon simple, lorsqu'on a deux systèmes qui appartiennent à des espaces différents et qu'on veut les combiner, l'outil mathématique par excellence pour réaliser cette combinaison, c'est le produit tensoriel. Quelle est donc la problématique dans ce cours? Donc, on va considérer deux systèmes physiques isolés, grand A et grand B, ayant pour espace d'état HA et HB. Bien évidemment, HA et HB sont deux espaces de Hilbert. Si on considère l'ensemble de ces deux états comme un unique système, quel sera l'espace des états associés à ce système unique? Voilà la problématique du produit tensoriel. Donc, on a deux systèmes isolés, A ayant pour espace HA, B ayant pour espace HB. Si on veut combiner ces deux états, grand A et grand B, pour avoir un seul espace unique, un seul état unique, autant pour moi, quel sera donc l'espace des états associés à ce système unique constitué de A et de B? C'est ça donc la problématique du produit tensoriel. Et cet espace des états associés à ce système unique sera donc calculé en faisant le produit tensoriel entre HA et HB. Voilà donc la définition du produit tensoriel entre deux états. Et ce produit tensoriel a deux propriétés intéressantes qu'on va utiliser lors des calculs. Il s'agit de la linéarité explicitée par l'équation 1 et de la distributivité explicitée par l'équation 2. Donc, il est possible d'appliquer les propriétés de linéarité et de distributivité lorsqu'on travaille avec le produit tensoriel. Avec la notion de produit tensoriel, il est aussi possible d'effectuer le produit scalaire à deux dimensions, comme on l'a vu à une dimension dans les chapitres précédents. Et là, on a phi A qui représente le vecteur d'état associé à l'espace des états HA, phi B qui représente aussi le vecteur des états associé à l'espace de Hilbert HB. On peut donc faire la décomposition de phi A
dans son espace avec ses vecteurs ket n. On peut également faire la décomposition de phi b dans son espace avec ses vecteurs propres, avec ses vecteurs ket m. Alors, le produit tensoriel entre phi a et phi b aura pour coefficient alpha n et alpha m et pour vecteur de base ket n vectoriel ket m. Donc, vous voyez là qu'on a un système unique constitué de deux sous-systèmes A et B qui appartenaient à des espaces différents HA et HB. Mais le produit tensoriel nous permet de combiner ces deux sous-systèmes dans un même système ayant donc pour vecteur final ket nm. Et là, on a donc la relation de fermeture qui s'applique aussi dans l'espace grand H qui est égal encore à HA tensoriel HB, comme on l'a vu dans le slide précédent. Regardons donc un exemple clair qui nous permet de mettre en application le produit tensoriel entre deux vecteurs. Donc, on considère dans la base ket 0, ket 1, le vecteur ket de phi a, qui se définit comme 1 sur racine de 2, ket 0 moins ket 1. Et on peut également mettre ket de phi a sous une représentation matricielle. On a aussi ket de phi b qui est égal à 1 sur racine de 2, ket 0 plus ket 1, qu'on peut également mettre sous représentation matricielle. Dans la base ket 0, 0, ket 0, 1, ket 1, 0, ket 1, 1, le produit tensoriel s'écrit. Cette base-ci représente la base de l'espace du système unique constitué de A et de B. Vous voyez là qu'on est passé d'une base ayant juste un seul vecteur, c'est-à-dire ket 0, ket 1, à une base contenant une combinaison des deux vecteurs, puisque ket 0, puisque l'opérateur A avait sa base ket 0, ket 1, l'opérateur B également avait sa base ket 0, ket 1. Mais si on veut faire le produit tensoriel entre A et B, la base associée sera donc un produit tensoriel entre la base de A et la base de B, ayant donc pour vecteur ket 0, 0, ket 0, 1, ket 1, 0 et ket 1, 1. Et le produit tensoriel peut se faire sous deux formes, soit sous forme matricielle ou bien sous forme vectorielle. Avec la forme matricielle, on a ket de phi A tensoriel ket de phi B. Donc, on multiplie, si on peut le dire ainsi, chaque élément de A par ket de phi B. On multiplie chaque élément de A par ket de phi B. Voici la représentation matricielle de ket de phi A. Le voilà. Et on va multiplier chaque élément de A par ket de phi B. Et voilà la multiplication qui est là. On obtient donc le produit tensoriel entre phi A et phi B. Cette fois-ci, on n'est plus dans la base ket 0, ket 1, mais dans cette nouvelle base qui représente la base associée au produit tensoriel entre A et B. On peut également faire le calcul sous forme vectorielle, c'est-à-dire on reprend l'expression vectorielle de A et l'expression vectorielle de B, et on effectue un calcul simple en utilisant donc les propriétés de distributivité et de linéarité. Donc on a 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2 qui nous donne 1 demi. On a ket 0 tensoriel ket 0 qui nous donne ket de 0, 0. Ici, en bleu, ce sont les vecteurs de A et en rouge, ce sont les vecteurs de B. Donc, en appliquant simplement une multiplication, en tenant compte des propriétés de linéarité et de distributivité, on retrouve bien la même valeur en utilisant l'expression matricielle qu'en utilisant l'expression vectorielle. Donc, avec cet exemple, on voit que c'est très facile d'effectuer un produit tensoriel entre deux vecteurs. Maintenant, comment effectuer le produit tensoriel avec deux opérateurs? C'est l'objet du prochain slide. On va donc considérer deux opérateurs grand A et grand B qui agissent dans nos deux espaces de Hilbert qu'on a définis plus haut, HA et HB. On nous dit un opérateur A tensoriel B agissant dans l'espace grand H est défini par cette forme. Donc, l'opérateur A tensoriel B
est donc ce système unique-là qui est constitué à la fois de A et de B. Puisqu'il est constitué à la fois de A et de B, lui, il va agir dans l'espace grand H, sachant que grand H, c'est HA tensoriel HB. Et là, on définit donc comment est-ce qu'on calcule le produit tensoriel entre deux opérateurs. Donc, et on nous dit, si A et B sont des opérateurs hermitiens, alors A tensoriel B sera également hermitien. Donc, on voit donc que c'est aussi possible de calculer le produit tensoriel entre deux opérateurs. C'est possible aussi de calculer la commutation qui est donnée donc par cette équation. Examinons maintenant cette relation qui est l'équation aux valeurs propres dans un état. Donc, ici, on a A, quête de phi A égale à petit a, quête de phi A. Ici, nous sommes dans l'état HA. Grand A, c'est l'opérateur et petit a, c'est la valeur propre associée. Et là, quête de phi A, c'est notre vecteur propre. Donc, on nous dit, si A appliqué à quête de phi A nous donne petit a appliqué à quête de phi B, alors le produit tensoriel entre phi A et phi B est aussi vecteur propre de A tensoriel la matrice identité dans l'espace de vecteurs B avec la même valeur propre A. Comment est-ce que ça s'explique? Ici, on a A tensoriel IB appliqué à phi A tensoriel phi B. L'opérateur A va agir sur l'opérateur phi A. L'opérateur identité de B va agir sur le quête de phi B. Là, on respecte toujours la condition de linéarité et de distributivité. Lorsqu'on a A appliqué à phi A, en vertu de cette équation, ça nous donne petit a appliqué à quête de phi A. Matrice identité de B appliquée à phi B nous redonne phi B parce que la matrice identité laisse inchangé. Ça laisse inchangé parce que nous sommes toujours dans l'espace B. Vous voyez là, on a la matrice identité de B appliquée à phi B, on obtient toujours phi B. Mais si c'était par exemple la matrice identité de A qu'on multiplie avec phi B, là on devait plus obtenir phi B. Mais puisque nous sommes dans le même état, la matrice identité laisse inchangé cette opération. Raison pour laquelle on nous dit que le vecteur phi A tensoriel phi B est aussi vecteur propre de A tensoriel IB avec la même valeur propre. Et cette équation-ci nous démontre réellement la proposition qui vient d'être énoncée. Et il est aussi possible de faire abstraction de la matrice identité et du produit tensoriel. Donc, lorsqu'on voit juste phi A fois phi B, là, on sait qu'on est en train de faire un produit tensoriel entre A et B. Appliquons maintenant ce qu'on vient de voir au cas de deux opérateurs qu'on connaît bien, les matrices de Pauli X et Z. Donc, il s'agit ici de réaliser un produit tensoriel entre la matrice de Pauli X et la matrice de Pauli Z. Comme on l'a mentionné précédemment, il s'agira pour nous de multiplier, si on peut le dire ainsi, chaque élément de X par la matrice Z. C'est-à-dire, on aura 0 fois Z, 1 fois Z, 1 fois Z là, et ensuite 0 fois Z. Donc, on va quitter d'une matrice 2 fois 2 à une matrice 4 fois 4. C'est donc ça le produit tensoriel. Donc, on a un produit tensoriel, un produit entre deux matrices qui sont de dimension 2 fois 2. Et le résultat nous donne une grande matrice dans un espace 4 fois 4. Donc, on a fait une extension de la dimension de la matrice. Donc, lorsqu'on va donc faire la multiplication, on aura une première matrice constituée uniquement de 0, parce que là c'est 0 fois Z. On aura une sous-matrice constituée uniquement des éléments de Z,
Même chose là, une sous-matrice constituée essentiellement des éléments de Z et une autre matrice uniquement de 0. Et voilà le résultat là. On a donc une grande matrice 4 fois 4. Donc là, on a notre première matrice de 0, matrice de Z, matrice de Z et matrice de 0. Donc voilà comment, de façon simple, on peut réaliser le produit tensoriel entre deux opérateurs. Donc, toujours, on multiplie chaque élément du premier opérateur par le deuxième. Ce n'est pas une multiplication de élément par élément, mais c'est le premier élément de l'opérateur A fois tout l'opérateur B. Donc, c'était tout pour cet exemple. On va donc regarder un exemple plus général qui va nous permettre d'appliquer tout ce qu'on a vu et de faire même un petit rappel sur les postulats qu'on a étudiés au chapitre 3. Donc, on nous donne l'état quête psi qui est défini par 1 sur racine de 8 quête 0, 0, plus racine de 3 sur 8 quête de 0, 1, plus 1 demi de quête 1, 0, plus 1 demi de quête 1, 1. En première question, on nous demande la probabilité de trouver le système dans l'état quête phi qui est encore l'état quête 0, 1. Donc, en gros, on demande de projeter l'état quête psi dans l'état quête phi et de trouver dans la probabilité. Donc, on va essayer de faire une projection, trouver l'amplitude de probabilité et calculer l'amplitude au carré pour trouver la probabilité. En deuxième question, on nous demande de calculer la probabilité de trouver le premier qubit dans l'état quête 0 et quel est l'état du système après la mesure. Donc, on va s'intéresser à ces deux questions pour mettre en application ce qu'on vient de voir. Donc, pour calculer la probabilité, on va utiliser la règle de Born. La règle de Born nous dit que la probabilité, c'est le module au carré de l'amplitude. Et ici, on doit pas oublier deux règles importantes dans la relation de fermeture. Donc, on a le produit scalaire entre 0 et 1, c'est égal au produit scalaire entre 1 et 0, qui est égal à 0. Parce que on est en train de faire le produit scalaire entre deux vecteurs orthogonaux qui appartiennent à une même base. Et ce produit scalaire est nul. Donc, pour calculer l'amplitude de probabilité, on est en train de faire une transition d'un état vers un autre, d'un état initial vers un état final. Et dans le premier chapitre, on nous a montré comment est-ce qu'on peut passer, comment est-ce qu'on calcule l'amplitude de probabilité d'un état initial vers un état final. Donc, on projette dans l'état quête psi sur l'état phi. Donc là, on a donc bras phi multiplié par le quête psi qu'on nous a donné. Et n'oubliez pas qu'on a mis un 0, comme on a dit dans les salles précédentes, c'est en fait le produit tensoriel entre 1 et 0. Là, c'est le produit tensoriel entre 0 et 0. Et on a encore dit précédemment que le produit scalaire s'applique entre des vecteurs appartenant à la même base. Donc là, ici, on aura le produit entre 0 et 0, le produit entre 1 et 0. Donc lorsqu'on aura produit scalaire 0, 0, tensoriel, produit scalaire 1, 0. Vous voyez que 0, 0, ça va donner 1, mais 1, 0 va nous donner 0, en tenant compte de la relation de fermeture. Donc ce premier terme ici sera annulé. Deuxième terme, on aura produit scalaire entre 0 et 0, produit scalaire entre 1 et 1. Le voilà, il est là. Troisième terme, produit scalaire entre 0 et 1, ça donne 0, donc ça annule directement ce terme. Le quatrième, produit scalaire entre 0 et 1 qui donne 0, ça annule également ce terme. Donc on va juste rester avec le deuxième terme qui est donc racine de 3 sur 8, produit scalaire 0, 0, produit scalaire 1, 1. Or 0, 0, le chronique ici nous donne 1, 1, 1, le chronique nous donne 1. Donc on aura donc l'amplitude qui sera donc égale à racine de 3 sur 8. Or, ce n'est pas l'amplitude qu'on veut, on veut la probabilité. Donc, on va élever cette amplitude au carré pour trouver donc la probabilité de trouver notre système dans l'état 0, 1. Donc, cette amplitude, cette probabilité-là, c'est 3 huitièmes.
Maintenant, à la deuxième question, on nous demande de calculer la probabilité de trouver le premier qubit. On a juste dit le premier qubit dans l'état 0, dans l'état quête 0. Donc, de façon normale, on pourrait se dire, on va juste faire le projecteur de 0 multiplié par quête ci. De façon normale, en tenant compte de ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, on peut se dire que on va juste prendre P0 et multiplier par quête ci. Mais là, on sera en erreur parce que P0 se reste défini dans la base quête 0, quête 1. Or, quête ci n'est pas défini dans la même base. Quête ci, rappelez-vous, est défini dans la base 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Il faut donc faire un produit tensoriel entre P0 et la matrice identité dans la base B pour pouvoir avoir notre vecteur qui va respecter les dimensions du vecteur quête ci. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait le produit tensoriel entre P0 et la matrice identité? On le fait parce que lorsqu'on va effectuer le calcul, les vecteurs de P0, vous voyez P0 c'est en bleu, donc on peut dire que c'est dans l'espace A. La matrice identité est en rouge, c'est dans l'espace B. Donc ici on va supposer que l'espace A représente le premier qubit et le B représente le deuxième qubit. Lorsqu'on va donc appliquer P0 tensoriel I sur notre vecteur Kepsi, vous voyez que tous les éléments de P0 vont être appliqués au premier vecteur, puisque les premiers vecteurs sont en bleu, et les éléments de la matrice identité vont être appliqués au deuxième vecteur. Mais cette fois-ci, le deuxième vecteur va rester inchangé, parce qu'on a qu'à appliquer la matrice identité sur un élément du vecteur B. La matrice identité dans l'espace B, le deuxième qubit est dans l'espace B. Et quand on va donc prendre la matrice identité appliquée à ce vecteur, il va rester inchangé. Donc voilà donc l'importance de pouvoir faire le produit tensoriel avec la matrice identité. Et c'est donc ce calcul, c'est ce calcul qui est là. Donc voici le produit tensoriel entre le projecteur associé à 0 et la matrice identité dans l'espace B. Et voilà notre vecteur quête ci. Donc là, on aura matrice identité appliquée à quête 0. Il va rester quête 0. Quête 0 dans la base A. Scalaire quête 0, ça va donner le produit scalaire entre 0 et 0. Voilà le premier terme. Deuxième terme, on aura identité appliquée à 0. Ça va donner 0. Mais là, on aura le produit scalaire entre identité appliquée à quête 0, ça va donner quête 0. Ici, on aura le produit scalaire entre 0 et 1 qui va donner 0. Donc là, ce terme sera annulé. Quand on passe au prochain terme, identité appliquée à quête de 1, ça va donner quête de 1. Quête de 0 appliquée à bras de 0 appliqué à quête de 1, le produit scalaire sera nul. Donc ce terme va valoir 0. On va se rester avec les deux premiers termes. Et les deux premiers termes sont définis là. Donc on a identité appliquée à quête de 0, ça nous donne quête de 0. Produit scalaire entre 0 et 0, le voici. Et le quête de 0 qui était là, il revient. Même chose avec le deuxième terme. Identité appliquée à quête de 1, ça nous donne quête de 1. Bras de 0, scalaire, quête de 0, ça nous donne le produit scalaire entre 0 et 0. Et le quête de 0 reste là. Et avec la relation de fait, ceci nous donne 1, ceci nous donne 1. On reste avec 1 sur racine de 8, 0, 0, plus racine de 3 sur 8, 0, 1. Donc, on a trouvé l'état. Et ensuite, pour calculer dans la probabilité, on va juste le multiplier par son conjugué. Parce qu'on sait bien que phi fois phi étoile, c'est le module de phi au carré. La probabilité, c'est le module de phi au carré. Et le module de phi au carré, c'est encore phi fois phi étoile. Donc, on va le multiplier par son conjugué. C'est le calcul qui était fait là. Et en tenant toujours compte de la relation de fermeture et des opérations du produit scalaire, on retrouve bien le 1,5 qui est là. Donc voilà dans la probabilité de trouver le premier qubit dans l'état quête 0. Et en bas, on nous a demandé de calculer l'état du système après la mesure. Et pour trouver l'état du système après la mesure, on applique simplement
le postulat 5 qui est là. On connaît déjà ce terme-là, c'est lui qu'on a calculé. Et là, c'est la norme. Et en effectuant le calcul simplement, on trouve donc, après la mesure, on aura 1 demi de 4,00 plus racine de 3 sur 2 de 4,01. Donc, pour trouver dans l'état du système après la mesure, on prend dans cet état-ci qu'on divise par la norme, par la racine carrée de la probabilité. Donc, cette première partie nous a permis de mettre sur pied les bases du produit tensoriel. Maintenant que nous connaissons calculer le produit tensoriel entre les vecteurs, le produit tensoriel entre les opérateurs et d'effectuer un certain nombre de calculs, on va donc entrer vraiment dans le vif du sujet en parlant donc des états intriqués. Maintenant, nous allons regarder la notion d'état intriqué. Donc, on parle encore d'état intriqué ou état corrélé. Et un état est dit intriqué lorsqu'il est non factorisable. Et on va voir la notion de non factorisable dans les slides qui suivent. Donc, en gros, deux états sont intriqués lorsqu'ils partagent des propriétés communes. Donc, de façon générale, on peut le dire ainsi. Lorsque deux états partagent un certain nombre de propriétés, on peut dire qu'ils sont intriqués. Mais on va voir un peu plus dans le détail après ce que ça veut dire vraiment état intriqué. Donc, lorsqu'un système est dans un état intriqué, les propriétés du système global sont définies, mais pas celles de chacun des sous-systèmes. Donc, ça revient encore à la notion de produit tensoriel dont on parlait au début. Donc, on a deux sous-systèmes qui sont dans des états différents. Lorsqu'on les combine, on obtient un seul système unique. Et avec la notion d'état intriqué, on connaît toutes les propriétés du système unique, mais on ne connaît pas les propriétés différentes des deux sous-systèmes. Donc, vous voyez que les deux sous-systèmes partagent des mêmes propriétés qui appartiennent à l'ensemble unique, mais de façon individuelle, on ne peut pas distinguer les propriétés de chaque sous-système. Donc, ça, c'est un peu la notion d'état intriqué. Et parmi tous les états intriqués qui existent, il y a des états qui sont les plus intéressants, sont les états de Bell. Les 4 états de Bell qui sont des exemples très concrets d'états intriqués. Et là, on a 4 états de Bell, B00, B10, B01 et B11. Et cette équation, nous les résume sous forme compacte. Et en remplaçant à chaque fois X ou Y par 0 ou 1, on peut bien définir ces états. Il est aussi possible de faire le produit tensoriel entre les états de Bell et les opérateurs de Pauli et les matrices de Pauli. Et là, on nous a donné un exemple aussi de façon générale avec la forme compacte de BXY. Et on peut le faire de même pour Y, on peut le faire aussi pour X. On va trouver des résultats semblables. Donc, regardons ces deux états, phi A et phi B, qui sont définis dans leur espace HA et HB. Et lorsqu'on effectue le produit tensoriel entre A et B, on a un vecteur qui se met sous cette forme-ci. Et bien entendu, pour effectuer ce produit tensoriel, on a pris en compte les propriétés de linéarité et de distributivité du produit tensoriel. Donc, tout le monde peut retrouver cette forme-ci de façon très simple en faisant juste des multiplications. Donc, si on a un vecteur quête-ci qui s'écrit sous la forme alpha quête de 0 à 0b, plus bêta 0a 1b, plus gamma 1a 0b, plus delta 1a 1b, on peut dire que cet état est un état intriqué. Cet état est un état intriqué, mais à une condition. Il y a une condition à respecter par les coefficients alpha, bêta, gamma et delta pour que ce vecteur-ci soit un état intriqué. Donc,
On nous dit ici, si alpha est égal à A0, B0, bêta égale à A0, B1, gamma est égal à A1, B0 et delta est égal à A1, B1, en rapport avec cette expression de phi A tenserait phi B, alors on aura A delta qui est égal à B fois gamma. Vous voyez que dans ce cas-ci, on n'a pas un état intriqué. Parce que si alpha fois delta est égal à bêta fois gamma, alors le vecteur ket-ci sera factorisable. Or, s'il est factorisable, ça veut dire qu'il n'est pas intriqué. Donc, notre vecteur ket-ci qu'on a ici est bel et bien un état intriqué parce qu'on n'aura jamais, parce qu'on n'aura pas alpha fois delta qui est égal à bêta fois gamma. Or, ce vecteur-ci là, il n'est pas intriqué parce que si on prend alpha fois delta, ça en donne la même chose que bêta fois gamma. Donc, ce vecteur-ci n'est pas un vecteur intriqué, c'est juste un produit tensoriel entre deux vecteurs appartenant à des bases HA et HB. Mais notre vecteur ket-ci, lui, il est intriqué parce qu'il n'est pas factorisable. Et c'est la même chose avec l'état de Bell B01. B01 est un état intriqué parce que là, on a alpha qui vaut 0, on a bêta qui est égal à gamma qui est égal à 1,5 et delta qui vaut 0. Vous voyez bien que alpha fois delta est différent de bêta fois gamma. Alpha fois delta, c'est 0. 0 est bel et bien différent de 1,5. Donc, l'état ket B01 est un état intriqué. Non. Pour qu'un état soit intriqué, il doit être non factorisable. On a donc fini avec cette grande partie où on a essayé d'introduire le produit tensoriel et la notion d'état intriqué. Maintenant, on va voir la deuxième partie de ce cours qui va nous parler des opérateurs, de l'opérateur statistique ou encore opérateur densité. Nous allons maintenant étudier la notion d'opérateur statistique. Alors, un système est dans un état pur lorsqu'il est isolé ou soumis à des contraintes fixes qui ne sont pas affectées par l'évolution d'un système. Donc, si notre système est dans un état pur, ça veut dire qu'on a une information complète sur ce système. Et si on a une information complète sur ce système, alors on peut le décrire à l'aide d'un vecteur d'état. À l'opposé, on a des systèmes qui sont dans un état mélange statistique, c'est-à-dire qui ne sont pas purs. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer sur la pureté d'un système, notamment le fait que ce système a interagi avec l'autre avant qu'on ne le sépare. Et puisque ce système n'est pas pur, alors il y a un manque d'information. On n'a pas accès à toute l'information concernant ce système. Et le manque d'information est caractérisé donc par l'entropie statistique de von Neumann qu'on va voir par la suite. Le système est mathématiquement décrit par l'opérateur statistique ρ, encore appelé matrice densité. Donc, pour décrire un système de façon mathématique, on le décrit avec un opérateur qu'on note ρ et qu'on appelle également matrice densité. Et on va voir comment est-ce qu'on définit donc cet opérateur statistique. Donc, l'opérateur statistique est défini comme étant ket-ci fois brab-ci. Et là, on retrouve bien l'expression d'un projecteur. Donc, on peut encore définir l'opérateur statistique comme étant l'opérateur projecteur associé à l'état ket-ci. Pour un état mélange, l'opérateur statistique a également une autre définition. C'est la somme des PI fois ρi, où ρi représente la matrice densité des différents états qui constituent le mélange et PI représente la probabilité associée à ces états. Donc, on a un système qui est constitué de plusieurs états, raison pour laquelle on appelle ça mélange statistique. Et ces différents états-là appartiennent au système total avec une certaine probabilité qu'on note ici PI. Donc, la matrice densité de tout l'opérateur final sera égale à la somme des probabilités fois les matrices densité
de chaque sous-système qui compose le système unique. Donc, le mélange statistique d'état est donc décrit par l'opérateur statistique moyen des différents opérateurs statistiques possibles du système. Donc, on a un système qui est constitué de plusieurs sous-systèmes et tous ces sous-systèmes interviennent dans le système général avec une certaine probabilité. Et pour avoir donc la matrice densité de tout l'ensemble, on applique donc la formule qui est donnée dans l'équation 4. Il y a un théorème qui est très important, c'est le théorème de la non-unicité de la préparation, qui nous dit qu'il est impossible de distinguer physiquement les divers types de mélanges statistiques qui conduisent à un même opérateur statistique. Et ce théorème est explicité par l'exemple 2.1 où on considère un spin 1,5 dont les vecteurs propres des z sont quête plus ou moins, et ceux du vecteur x de l'opérateur x sont quête plus ou moins, mais dans la base x, définie comme étant 1 sur racine de 2 fois quête plus quête moins pour le premier, et 1 sur racine de 2 facteur de quête plus moins quête moins pour le deuxième. Et en calculant ρ de z, on trouve 1,5 de i en appliquant la formule, puisque ρ de z ici, ce sera la probabilité fois ρi, comme on a défini plus haut, comme on a défini là. Ρ, c'est somme des probabilités fois ρi. Donc ici, on peut dire qu'on a deux sous-systèmes. Un premier système, quête plus, et un deuxième système, quête moins. Quête plus apparaît avec une probabilité 1,5, quête moins apparaît avec une probabilité 1,5. Donc pour avoir le ρ de z, c'est donc la probabilité, chaque probabilité fois la matrice densité associée. Et si on met 1,5 en facteur, on retrouve bien l'expression de la matrice identité 1,5 de i. Pareil pour ρx, on se rend compte que lorsqu'on calcule la matrice densité de ρx, on retrouve ρz. Cet exemple-ci est donc en accord avec le théorème de la non-unicité de la préparation. Donc, on nous dit qu'il est impossible de distinguer physiquement les divers types de mélanges statistiques qui conduisent à un même opérateur statistique. Donc là, l'exemple phare ici, c'est lorsqu'on calcule ρ de x, on voit que ρ de x est un mélange, mais qui nous conduit encore à obtenir ρ de z. L'opérateur statistique a plusieurs propriétés et ces propriétés sont vraiment très capitales pour comprendre ce qui vient par la suite. Donc, l'opérateur statistique doit être hermitien, c'est-à-dire ρ égale à ρ d'A. Il est défini positif, c'est-à-dire qu'on peut le diagonaliser et ses valeurs propres sont supérieures ou égales à 0. Donc, ça c'est une propriété qui est intéressante. Donc, la matrice densité, c'est un opérateur positif. Donc, on peut le diagonaliser et ses valeurs propres sont positives. La trace de ρ. ρ, c'est une matrice. La trace, c'est la somme des éléments de la diagonale principale. Dans la somme des éléments qui sont sur la diagonale de ρ doit être égale à 1. Donc, on appelle ça conservation de la probabilité totale. Ρ carré est aussi égal à ρ. C'est aussi une propriété des opérateurs de projection, puisqu'on a vu que ρ représentait une projection sur l'état quête-ci, sur un état donné. Donc, la condition nécessaire est suffisante pour que ρ décrive un état pur, ρ carré est égal à ρ. Donc, pour qu'un opérateur définisse un opérateur statistique, pour qu'un opérateur donné définisse un opérateur statistique, il doit donc vérifier ces quatre propriétés. Il doit être hermitien, il doit être défini positif, sa trace doit être égale à 1 et il doit être égal à son carré. Donc, voilà des propriétés qu'on doit manipuler. Tout à l'heure, on a parlé d'état pur et d'état mélange. Comment vérifier qu'un opérateur statistique qu'on nous donne décrit un état pur ou un état mélange? Donc, la trace de ρ carré est appelée pureté quantique de l'état.
Dans un état pur, la trace de rho carré vaut 1. Et dans un état mélange statistique, la trace de rho carré est inférieure ou égale à 1. Qui dit trace de rho carré dit aussi trace de rho. Parce que tout à l'heure, on a vu que rho carré doit être égal à rho. Donc, si on vous donne le paramètre statistique et que vous calculez la trace de rho carré, si on trouve 1, alors cette paramètre statistique décrit un état pur. Mais si la trace est inférieure à 1, alors le paramètre statistique décrit un état mélange. On a aussi d'autres propriétés qui permettent de calculer par exemple la valeur moyenne. La valeur moyenne, c'est trace de rho fois A. Donc, si on veut calculer la valeur moyenne d'un opérateur dans un état psi, c'est trace de rho fois A. Bien entendu, rho ici, c'est le projecteur associé à l'état qu'est psi. On peut aussi calculer la probabilité à partir de l'opérateur statistique. Donc, la probabilité de trouver, par exemple, notre système dans un état, peut-être ket n, est égale à la trace de rho fois Pn, où Pn représente la probabilité associée à l'état ket n. C'est encore la règle de Born. On peut aussi déterminer l'état du système après la mesure à travers le postulat de Luders qui est donné là. Et aussi, on peut appliquer l'évolution temporelle à un opérateur statistique. L'évolution temporelle, on a aussi discuté dessus au chapitre 3. Donc, si on a un état, l'opérateur statistique ρ, l'opérateur statistique ρ doit vérifier le postulat d'évolution temporelle ou encore équation de von Neumann. Et là, on trouve ρ de t à l'instant t va être égal à u de t, ρ de 0 fois u d'arc de t, où ρ de 0 représente la matrice densité à l'instant initial, u de t représente l'opérateur évolution et ρ de t représente la matrice densité à un instant t donné. On va donc voir l'application de ce postulat dans l'exercice qui vient. Donc, on nous dit qu'on a un système qui est composé à 75% de l'état A et à 25% de l'état B. On nous a défini l'état A, on nous a également défini l'état B. Première question demande de calculer l'opérateur statistique de cet ensemble. Et en deuxième question, on nous dit qu'on effectue une mesure et on demande de calculer les probabilités d'obtenir ket plus et ket moins. Donc, puisqu'on a un système qui est composé à 75% de A et à 25% de B, là, on a fait un état mélange. Avec A qui apparaît avec une probabilité de 75% et B qui apparaît avec une probabilité de 25%. Donc, pour calculer donc l'opérateur statistique ρ, on applique la formule qui a été donnée là. P de I fois ρi. Cette formule. P de I fois ρi. On a les probabilités. On a les matrices densité associées à chaque vecteur. Donc, on peut le calculer aisément. 75% correspond à une probabilité de 3 quarts. Ket A, bras A, représente la matrice densité associée à l'état A, plus 25% correspond à une probabilité d'un quart, multiplié par ket de B fois bras de B, qui représente l'opérateur densité associé à l'état ket B. Et là, avec un calcul matriciel simple, on obtient donc la matrice de ρ qui est donnée là. Maintenant, on va calculer dans la probabilité de trouver le système dans l'état ket plus et la probabilité de trouver le système dans l'état ket moins. Là encore, on applique directement cette propriété de calcul de probabilité. Sera la trace de P de n fois ρ. Ça veut dire pour trouver la probabilité de trouver le système dans l'état ket plus, ce sera la trace de ρ fois P plus. P plus étant le projecteur associé à l'état ket plus. Trouver la probabilité de retrouver notre système dans l'état ket moins, ce sera la trace de ρ
fois P- qui représente le projecteur associé à moi. Et en faisant le calcul, on retrouve donc 13 sur 36 et 23 sur 36. Et on a bien la relation de complétude. La somme des probabilités doit donner 1. Deuxième exemple. On nous dit à t égale à 0, un système est dans l'état ρ. 1K 0, 0, 1K. Et on nous dit quel est à l'instant t' égale à 1 seconde l'opérateur statistique ρ' si l'opérateur évolution est donné par la matrice X. À partir du postulat sur l'évolution temporelle, on peut directement calculer ρ à l'instant t'. Donc, d'après cette formule, ρ à l'instant t' est égal à U qui représente l'opérateur évolution, ρ de 0 qui représente la densité à l'instant initial, fois U d'arc. Donc, on applique simplement la formule. ρ' est égal à U fois ρ fois U d'arc. U ici, c'est l'opérateur X. ρ a été donné. U d'arc, c'est le conjugué hermitien de U. Et là, on obtient notre nouvelle matrice ρ', 3K, 0, 0, 1K. Simple. Deuxième question. Si à t', une mesure est effectuée sur la grandeur associée à Z, quelle est la probabilité d'obtenir la valeur propre moins 1? Là encore, c'est une propriété qui nous a été donnée par la règle de Born qui est là. La probabilité d'obtenir une valeur est égale à la trace du projecteur associé au vecteur propre de cette valeur multiplié par la matrice densité. Et c'est ça qu'on applique. On va obtenir moins 1. On sait que l'opérateur de poly Z a deux valeurs propres, 1 et moins 1, associées au vecteur propre ket 0 et ket 1. Donc, pour calculer la probabilité d'obtenir moins 1, on va calculer la trace de ρ' fois le projecteur associé à ket 1. Parce que ket 1 est le vecteur propre correspondant à la valeur propre moins 1. Et ici, on n'utilise plus ρ, mais on utilise ρ'. Parce qu'on a effectué la mesure lorsqu'on était déjà au temps t'. Donc là, c'est plutôt la matrice ρ' qu'on utilise. Et en effectuant le calcul et en calculant la trace, on trouve un K. Donc avec ça, on a vu comment calculer la matrice densité, comment trouver l'état du système après la mesure et comment trouver la probabilité à partir de la matrice densité. Maintenant, nous allons essayer de regarder l'opérateur statistique ρ en fonction des matrices de Pauli. Donc, il est souvent commode de décomposer ρ sur la base des matrices de Pauli. Donc, on a 4 matrices de Pauli, la matrice identité, la matrice X, la matrice Y et la matrice Z. Un état pur d'un 1 cubique générique est représenté par un point sur la sphère de rayon unité appelée sphère de Bloch. Donc, voici la sphère de Bloch ici. Dans la sphère de Bloch, on a nos trois matrices de Pauli X, Y et Z. Et là, on a le vecteur ket plus, on a le vecteur ket moins. Donc, tout vecteur peut se représenter en fonction des matrices de Pauli, identité X, Y et Z. Donc, on prend donc un vecteur quelconque ket ci qui se définit comme étant exponentiel de moins i phi sur 2 cosinus θ sur 2 ket 0 plus exponentiel de i phi sur 2 sinus θ sur 2 ket 1. On veut donc calculer la matrice densité associée à ce vecteur et écrire cette matrice densité-là en fonction des opérateurs de Pauli. Donc, première des choses, il faut d'abord calculer l'opérateur densité. On a dit que l'opérateur densité, c'est la projection associée à un état. L'opérateur projection, le voici, ket psi fois psi. C'est facile de calculer ça sous forme, vous pouvez le faire soit sous forme vectorielle ou bien sous forme matricielle.
mais sous forme matricielle, c'est beaucoup plus simple. Sauf qu'ici, il va falloir se rappeler de quelques formules trigonométriques. Par exemple, que cosinus carré θ, c'est 1 plus cosinus θ sur 2. Sinus carré θ, c'est 1 moins cosinus θ sur 2. Et que sinus θ fois cosinus θ, c'est 2 sinus θ. Lorsque vous avez vos formules trigonométriques en tête, vous effectuez le calcul matriciel et vous allez remplacer cos carré θ sur 2 par sa correspondance, sinus carré θ sur 2 par sa correspondance, sinus θ sur 2 fois cosinus θ sur 2 par sa correspondance, et vous allez obtenir sans difficulté ce résultat. Parce que quand vous allez multiplier ça par ça, vous aurez dans le premier terme de votre matrice cosinus carré θ sur 2. Deuxième terme sera exponentiel de moins phi cos θ sur 2 sinus θ sur 2. Le troisième terme sera exponentiel de i phi sinus θ sur 2 cosinus θ sur 2. Et le dernier terme sera sinus carré θ sur 2. Donc, vous remplacez cosinus carré θ sur 2 par 1 plus cos θ sur 2, ainsi de suite. Et vous séparez. Vous allez ressortir la matrice identité d'un côté avec le facteur 1,5 et ressortir également cette matrice avec le facteur 1,5. Donc, la difficulté ici, c'était juste de se rappeler de ces trois formules trigonométriques. Et là, le tour est joué. Et à partir d'ici, on définit donc deux opérateurs B et sigma. B qui aura pour composante sinus θ sur 2, cosinus phi sur 2, sinus θ, cosinus phi, sinus θ, sinus phi et cosinus θ. Là, on retrouve bien les coordonnées métriques les coefficients métriques en coordonnées sphériques. Et là, l'opérateur sigma, c'est cet opérateur qui a les trois matrices de poly X, Y et Z. On peut vérifier aisément que l'opérateur densité qu'on vient de calculer représente un état pur, c'est-à-dire sa trace est égale à 1 et il est encore égal à son carré. Donc pour calculer la trace, on voit que la trace de cette matrice vaut 0. La trace de la matrice identité c'est 2. 2 fois 1,5, on trouve bien 1. Dans la même logique, on peut continuer à expliciter cette relation 1,5 de i plus b scalaire θ en fonction des différentes matrices de Pauli. Ici, le b, comme on va le voir plus tard, représente le vecteur de Bloch. Et on va le décomposer pour voir ce à quoi il correspond. Et on a dit sigma, c'est un vecteur qui a trois composantes x, y et z. Donc ce produit scalaire-ci aura trois composantes, une composante suivant x, une composante suivant y, une composante suivant z. En d'autres termes, on aura un bx fois sigma x, plus un by fois sigma y, plus un bz fois sigma z, où bx, by et bz représentent les composantes du vecteur de Bloch. On va donc essayer de donner l'expression de ces composantes-là en fonction des différentes matrices de Pauli. Donc, pour le faire, on essaye de décomposer i sous forme vectorielle, x sous forme vectorielle, y sous forme vectorielle et z sous forme vectorielle. Et on prend un vecteur arbitraire qu'est-ci, qui est défini toujours dans la base 0, 1, comme étant alpha qu'est 0 plus bêta qu'est 1, sans oublier la relation de complétude module de alpha carré plus module de bêta carré qui est égal à 1. Si on calcule la matrice densité de cet état pris au hasard, on aura 4 de psi fois bras de psi. Et là, il ne faut pas oublier que alpha et bêta appartiennent à l'ensemble grand C. Donc, ce sont des nombres complexes. Lorsqu'on multiplie 4 psi par bras psi, on aura alpha fois alpha étoile qui va donner module de alpha carré, bêta fois bêta étoile qui va donner module de bêta carré, et on aura les produits alpha fois bêta étoile et bêta fois alpha étoile. Donc, on a cette expression. On peut directement remarquer à partir des expressions vectorielles que si on prend i plus z, on aura 2 fois 4 de 0 bras 0. Raison pour laquelle on peut remplacer 4 0 bras 0 par 1,5 de i plus z. Si on prend i moins z, on aura 2 fois 4 de 1 fois bras de 1.
on remplace donc par 1 demi de i moins z. À côté, si on a x plus i fois y, on va obtenir 2 fois 4 0 bras de 1. Même chose pour x moins y. Donc, on essaie de remplacer ces différents termes-là en fonction des opérations sur les matrices de Pauli. Dès que c'est fait, on met les termes en facteur, on met i en facteur, c'est là, z en facteur, x en facteur, y en facteur, et notre 1 demi, il est devant la parenthèse. Alpha carré plus bêta carré, la relation de complétude, ça vaut 1. On appelle ce terme bz, cet autre terme bx, et celui-là by. Vous voyez donc qu'on retrouve les composantes du vecteur de Bloch bx, by et bz. On peut donc réécrire notre rho b qui est égal à 1 demi de i plus b scalaire sigma. Et en faisant dans les différents produits scalaires, on obtient cette expression-ci, les trois composantes dont on parlait tout à l'heure. Et cette expression peut aussi se mettre sous forme matricielle parce que i c'est 1, 0, 1, 0, z donc on est la forme de z, x également y. En remplaçant z, x, y et i par leur expression, on peut retrouver ce rho de B. Donc, chaque matrice de densité peut se mettre sous cette forme-ci en fonction des vecteurs de Bloch. Mais de façon physique, comment est-ce qu'on peut donc interpréter ce vecteur de Bloch? Donc, pour interpréter physiquement B, il nous faut calculer bien évidemment ces différentes composantes, c'est-à-dire Bx, By et Bz. Et pour calculer Bx, Bx c'est la trace de ρ fois x. By, c'est la trace de ρ fois y. Bz, c'est la trace de ρ fois z. En d'autres termes encore, c'est la valeur moyenne. Dans les Bi, c'est la valeur moyenne de sigma i, où sigma i représente les différentes matrices de Pauli x, y et z. Dans les définitions des propriétés de la matrice de densité, on a dit que ρ est défini positif. Donc, si ρ est défini positif, ça veut dire que ses valeurs propres également sont positives. Ces valeurs propres sont positives. Et on a aussi dit que ρ pouvait être diagonalisable. Donc, si ρ est diagonalisable, ça veut dire qu'elle est définie par alpha 1, 0, 0, alpha 2. Il y a juste ces valeurs propres sur la diagonale principale. Donc, le déterminant de ρ, c'est encore lambda 1 fois lambda 2. Et c'est supérieur à 0 parce qu'on a dit que ρ est défini positif. L'expression de ρ qu'on a ici nous permet également de calculer la trace, son déterminant. Donc, on aura 1 plus bz fois 1 moins bz moins bx plus ibz fois bx moins ibz. Là, on aura a moins b facteur de a plus b qui va donner a carré moins b carré. Là également, on aura a moins b facteur de a plus b qui va donner a carré moins b carré. Et si on arrange bien les choses, on aura delta de ρ qui est égal à 1 demi de 1 moins module de b au carré. Puisque ρ représente la matrice identité, cette expression doit être supérieure à 0. Et si cette expression est supérieure à 0, ça veut tout simplement dire que le module de b est compris entre 0 et 1. Donc, en conclusion, l'état quantique d'un qubit est entièrement défini par son vecteur de Bloch B, tel que module de B soit compris entre 0 et 1. C'est-à-dire que le rayon du vecteur est à l'intérieur de la sphère de Bloch ou sur sa surface. Parce qu'on a dit que la surface de la sphère de Bloch, c'est une sphère de rayon 1. Donc, on aura de façon extrême le vecteur B qui touche la surface du cercle ou qui est à l'intérieur du cercle. Et en fonction de ces situations, on peut directement examiner et voir, en fonction du vecteur de Bloch, si on a fait un état pur ou si on a fait un état mélange. C'est donc l'objet du prochain slide. Donc, pour un état pur, ρ a des valeurs propres, lambda 1 égale à 0 et lambda 2 est égal à 1. Et donc, delta ρ va valoir 0. Si delta ρ vaut 0,
Ça veut dire ici qu'on aura le module de B si delta rho vaut 0. Ici, on aura le module de B qui sera égal à 1. Donc, on aura delta rho égal à 0 ou module de B égal à 1. C'est-à-dire que l'extrémité du vecteur est sur la surface de la sphère de Bloch. On dit donc que le système est complètement polarisé. Donc, si notre extrémité du vecteur de Bloch touche la surface, alors le système est complètement polarisé. De l'autre côté, si le module de B est égal à 0, c'est-à-dire qu'il est au centre, alors on a un système non polarisé. Mais si le module de B est entre le rayon, c'est-à-dire dans notre sphère de Bloch, alors il est partiellement polarisé ou alors c'est un mélange statistique. Donc on a donc notre définition. Si on a le module de B qui est égal à 1, alors on a affaire à un mélange à un état pur. Mais si le module de B est compris entre 0 et 1, alors on a un état mélange. Donc ça veut dire, si dans un exercice, on nous donne la matrice densité, on nous donne les différentes matrices de Pauli, et on nous demande de calculer les composants du vecteur de Bloch, de calculer son module, et de conclure sur l'état de notre système, on a directement la réponse. On calcule la matrice densité, on calcule Bx, By, Bz. À partir de Bx, By, Bz, on peut calculer le module de B. Et en fonction du résultat, on peut directement dire si on a fait un système pur ou bien si on a fait un état mélange. Donc, regardons donc cet exemple pour essayer de voir de façon plus précise ce qu'on disait plus haut. Donc, on nous demande de donner la représentation de Pauli de cet opérateur statistique. L'opérateur statistique, on a dit ρ, c'est 3K ket 0 bras 0 plus 1K de ket 1 bras 1. Voilà ρ qu'on a donné. Et on a dit précédemment que toute matrice densité peut se mettre sous cette forme-ci. Toute matrice densité peut se mettre sous cette forme en fonction des matrices de Pauli. Toute matrice densité peut se mettre sous cette forme. Ça veut dire lorsqu'on a déjà ρ, on peut calculer Bx, By, Bz et mettre ρ sous cette forme-là. Sachant que Bx vaut ceci, By vaut ça et Bz vaut trace de ρ fois z. Donc c'est ça qu'on applique. On calcule Bx, on calcule By et on calcule Bz. On a trouvé Bx0, By0, Bz est 1,5. En reprenant dans l'expression qu'on avait plus haut, on peut trouver que ρ se met sous la forme 1,5 facteur de I plus 1,5 de Z. Voilà l'expression de ρ qu'on a. Et à partir des composantes de B, c'est-à-dire à partir de Bx, By et Bz, on peut déjà savoir s'il s'agit d'un état pur ou d'un état mélange. Il suffit juste de calculer le module de B qui est égal à la racine de Bx carré plus By carré plus Bz carré. On trouve 1,5. On voit que 1,5 est compris entre 0 et 1. Donc là, on a fait un état mélange. Autre exemple, donner dans la base standard la forme matricielle de l'opérateur statistique, dont la représentation de Pauli est celle-ci. Donc nous donnons ρ qui est égal à 1K somme de ij allant de 0 à 3 de bij xi tensoriel xj. Et on nous dit que c'est encore égal à cette expression-ci. Dans la base standard, c'est-à-dire on doit exprimer i comme 1, 0, 0, 1, x par son expression, z par son expression et y par son expression. Dans cette formule-là qu'on a représentée ici. Donc, compte tenu de la forme matricielle des opérateurs de Pauli dans la base standard, on a ρ égale à 4. Vous voyez, on reprend l'expression du produit tensoriel qu'on a introduit dans les premiers slides. Donc, on prend chaque élément de la première matrice qu'on multiplie par la deuxième matrice.
La première matrice, la matrice identité 1, 0, 0, 1. Donc, on aura 1 fois la matrice identité qui donne la matrice identité, 0 fois la matrice identité qui donne 0, 0 fois la matrice identité 0, 1 fois la matrice identité, là ici on a 1, plus 2. Chaque élément de la matrice identité sera multiplié par x. On retrouve ça. Chaque élément de la matrice identité sera multiplié par z, et ainsi de suite. Et lorsqu'on effectue le calcul, donc là, on aura 4 fois i, 0, 0, 2x, et ainsi de suite. En somme, l'élément qui sera en première position sera la somme des différents éléments qui sont en première position. Donc, on aura 4i plus 2x plus 4z. Le reste sera 0. Ainsi de suite. Ici, on aura 0, 0, 0, moins x, moins 5i et 0. Là, on aura moins x plus 5iy. Et de ce côté, on aura 4i plus 2x plus 4z moins x moins 2x. Et là, on aura 4i plus 4z. Et lorsqu'on effectue dans le calcul en remplaçant chaque terme par son expression, on trouve notre matrice générale. Maintenant, nous allons examiner la notion d'opérateur statistique réduit. Donc, on parle d'opérateur statistique réduit lorsqu'on considère un système quantique bipartite, c'est-à-dire un système constitué de deux ensembles grand A et grand B, tel que l'on peut effectuer des mesures sur A sans affecter B et inversement. Le calcul de ρ de A se donne par cette expression. Rho de A, qui représente l'opérateur statistique réduit qui concerne A, est égal à la valeur moyenne de ρ dans la base des états propres associés à B. Et à l'opposé, ρ de B, qui représente l'opérateur statistique réduit sur B, est égal à la valeur moyenne de ρ dans la base des états propres de A. Et ces deux expressions font intervenir d'autres paramètres, notamment la trace partielle associée à l'espace de Hilbert H et la trace partielle associée à l'espace de Hilbert HB et HA. Et ces notions, on va les examiner plus précisément dans l'exemple qui suit. Donc, Alice et Bob se partagent quête B10 qui est définie par 1 sur racine de 2 quête 00 moins quête 11. Et puis, ils s'envolent dans des directions opposées et n'ont plus accès au système complet. Donc, on considère qu'au départ, Alice et Bob partageaient un même ensemble qui était défini par le quête B10. Après un certain moment, ils se séparent. Lorsqu'ils se sont séparés, ils n'ont plus accès à toute l'information du système. Mais chaque personne a accès juste à une partie. Et cette partie doit représenter par l'opérateur statistique réduit ρ de A qui sera associé à Alice et ρ de B qui sera associé à Bob. Maintenant, pour déterminer donc ρ de A et ρ de B, on doit d'abord connaître l'opérateur statistique global, c'est-à-dire le système dans lequel les deux étaient plongés avant la séparation. Et pour calculer dans cet opérateur statistique, on applique la règle qu'on a vue depuis le début. Rho est égal à quête de B10 fois bras de B10. Simplement, on calcule, on a ρ. Et on peut vérifier que ρ est hermitien, qu'il est défini positif, que sa trace vaut 1 et que ρ carré est égal à ρ. Puisque ρ vérifie toutes ces propriétés, alors on conclut donc que ρ est un projecteur ou bien ρ est un état pur. Maintenant, essayons donc de calculer la partie du système qui est vue par Bob, c'est-à-dire l'opérateur statistique réduit ρB qui est associé à Bob. On a dit pour calculer ρB, c'était la valeur moyenne de ρ dans la base des états propres de A. Les états propres de A sont quête 0A et quête 1A. Donc on aura donc valeur moyenne de ρ dans, entre bras 0A et quête 0A et la valeur moyenne de ρ entre bras 1A fois quête 1A. Et pour calculer donc cette valeur moyenne,
On vient donc multiplier, on vient encadrer pour le premier terme, on vient encadrer ρ par quête 0A et bras 0A. Il ne faut pas oublier que lors de la multiplication, chaque vecteur va s'apparaît avec son vecteur complémentaire dans la même base. Donc ici, on va faire le produit scalaire entre tous les vecteurs qui sont bleus pour le bras et pour le quête entre tous les vecteurs qui sont bleus de ce côté. Donc là, on aura 0A fois 0A. Donc, produit scalaire, ça va donner 1. Ici, on aura 0A fois 0A, produit scalaire qui va donner 1. Donc, on va rester ici avec quête de 0B fois bras de 0B avec le facteur 1,5. Ensuite, on aura 0 scalaire 0 qui va donner 1. Mais là, on aura 0 scalaire 1 qui va donner 0. Ici, on aura 0 scalaire 1 qui va donner 0. Donc, ce terme-ci sera nul. Là, on aura aussi 0 scalaire 1 qui va donner 0. Donc, pour cette première partie, on aura juste 1,5 de quête de 0B fois bras de 0B qui est là. Ensuite, on calcule la valeur moyenne de ρ dans l'état 1A. On fait la même chose. Donc, on voit que ce terme-ci va être égal à 0. Cet autre terme sera égal à 0. Celui-ci également sera égal à 0. On va juste rester avec 1,5 de quête 1B fois bras de 1B qui donne là. Et là, on retrouve donc que ρ de B, c'est 1,5 de la matrice identité dans la base grand B. La matrice identité associée à l'opérateur B. Donc, on dit Bob a un état complètement mélangé puisque le module du vecteur de Bloch est égal à 0 et on peut le vérifier en calculant. On calcule Bx qui est égal à la valeur moyenne de x dans l'état ρB. On calcule By, on calcule Bz. Et on peut aussi vérifier d'une autre façon. On voit que trace de ρB est égale à 1, mais que la trace de ρB carré est égale à 1 quart. Or, pour qu'un état soit pur, il faudrait que la trace de ρB soit égale à la trace de ρB carré qui est égale à 1. Parce lorsqu'un état est pur, il est encore égal à son carré. Donc, vous voyez que l'on calcule la trace de ρB, on trouve 1. Mais lorsqu'on calcule la trace de ρB carré, on trouve plutôt 1,5. Donc, on conclut donc que Bob ou Alice est dans un état mélangé. Donc, on peut aussi calculer la trace partielle ou bien l'opérateur statistique réduit avec l'approche matricielle. Et ça se fait aisément juste en multipliant les matrices.